Je suis dans une position assez délicate après l'exposé qu'a fait Nathalie Delven, parce que le type d'aventure humaine ça va mieux là. Bon, je suis dans une position assez délicate, et comme je le prévoyais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre positivement à l'invitation du docteur Ourlet et de Nathalie Delven, parce qu'effectivement, après l'exposé qu'elle a fait, le type d'aventure humaine auquel elle nous introduit, avec évidemment ses tragédies et ses succès, rend évidemment un peu problématique de vous tenir le propos que je vais vous tenir, qui est un propos d'historien, qui est un propos abstrait, qui est un propos général sur l'autonomie, qui évidemment qu'il est difficile de porter à la même hauteur et à la même capacité de mobilisation de l'attention, de l'implication subjective morale des personnes qui s'occupent donc des héliotropes et des filles qui se présentent à elles. Une manière de faire qui soit suffisamment respectueuse au fond de l'implication que vous avez sentie à la fois des soignants, des familles et des patients dans l'entreprise comme ça, de gagner quelque chose comme un peu d'autonomie, une manière de faire, ce serait de vous présenter ce que je vais vous dire comme une manière d'inclure l'extraordinaire aventure des héliotropes dans une aventure plus générale qui nous concerne tous, qui concerne nos systèmes sociaux et politiques, et pas simplement nos systèmes sanitaires, de santé, etc., mais je vais parler d'éducation, éventuellement de justice, etc., qui est l'aventure ouverte, parce qu'on ne sait pas jusqu'où elle ira, de l'autonomisation croissante des individus dans les sociétés de la modernité, et qui est une aventure qui a commencé probablement au XVIe, XVIIe siècle, dont on ne sait pas jusqu'où elle ira, mais qui nous touche chacun à travers un certain nombre d'angoisses et de malaises dont ce qui se passe aux héliotropes présente certains aspects paroxystiques et paradoxaux, mais que peut-être à notre petit niveau et sans les souffrances des gens qui sont pris en charge aux héliotropes et les souffrances aussi que ça inflige à ceux qui les soignent, nous pouvons quand même percevoir. C'est cette chose qui a été très bien décrite, je crois, par le sociologue Norbert Elias, et qui est le malaise des sociétés individualistes dans lesquelles ce qui fait tenir nos sociétés, ce sont les contraintes que nous nous imposons intérieurement pour faire rigoureusement ce que nous devons faire. C'est cette espèce d'autonomie dont l'envers est une autocontrainte permanente. Nous ne cessons de nous surveiller, de nous évaluer, de vérifier ce que nous faisons, de penser aux conséquences de ce que nous faisons. Et en même temps, une expérience de solitude extrême qui fait que chacun peut se sentir enfermé sous sa peau et se demander qu'est-ce qui fait tenir la société si effectivement les sociétés individualistes ne tiennent que du fait que la norme sociale, c'est que chacun fasse comme moi, comme individu, c'est-à-dire s'auto-contraigne. Et évidemment, on ne devienne libre quelque part à la capacité à se maintenir constamment, à s'auto-évaluer, à se surveiller, à se contraindre de façon permanente. Et dans ce cadre, qui est celui des sociétés individuelles, qui a connu plusieurs figures, j'ai réfléchi donc à la question de l'autonomie comme une entité, une catégorie qui a des transformations historiques particulières qui vont croiser à différents moments de mon exposé ces questions très concrètes et très pratiques qui est celle de l'opposition autonomie-handicap, autonomie-dépendance, qui, étrangement, comme vous le savez, n'ont pu prendre forme dans les sociétés riches et développées. C'est propre des sociétés riches, il y a quantité de sociétés beaucoup plus pauvres que les nôtres, où la question du handicap n'est pas du tout traitée de la même manière quand elle est traitée, d'ailleurs, quand ce n'est pas résolu par la violence ou l'élimination physique des gens. C'est quelque chose de relativement récent. C'est quelque chose qui a émergé probablement pas avant la fin des années 60. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En tout cas,
c'est d'essayer, mon propos, voilà, de réinscrire cette aventure très dense et très spectaculaire de l'autonomisation des gens qui n'ont aucune autonomie. C'est-à-dire que comment on peut les autonomiser sans faire peser sur eux des injonctions d'autonomie qui les enfoncent encore plus dans la dépendance, le désastre et la souffrance psychique ou souffrance physique. D'ailleurs, on aurait du mal ici à distinguer les deux. Alors que cette autonomie, c'est l'esprit social qui nous anime. C'est nos attentes. Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? C'est qu'ils soient autonomes. Qu'est-ce qu'on veut des gens que nous aimons et avec qui nous partageons nos vies? Aussi paradoxal que ça puisse être, c'est qu'ils soient autonomes. Par exemple, que les femmes soient autonomes et que, justement, à la différence de ce que nous pouvons entendre, il suffit de penser à nos grands-parents, voilà, comme je dis souvent cet exemple, qu'une femme, aujourd'hui, c'est une femme qui peut prendre ses clics et ses claques si elle n'est pas contente, parce qu'elle est éduquée, parce qu'elle maîtrise sa fécondité, et parce qu'elle travaille, qui sont des choses qui, oui, historiquement, on peut même à l'intérieur de nos familles, repérer très bien ce genre de choses. Et donc les attentes sociales qui nous gouvernent, voilà celles qui donnent cette forme particulière à l'autorité morale de la société. L'autorité morale de la société est là pour nous dans ces attentes d'autonomie. Et que donc, traiter les handicapés mentaux, les psychotiques, les gens qui sont aliénés, les gens qui sont aussi bien dans le coma, qu'on suspend par exemple dans les traiter, continuer à les traiter comme des personnes, c'est pour nous de manière impérative tenter de les respecter comme des personnes autonomes. Et dans les propos qui ont été dits, j'étais très sensible à quelque chose que vous n'auriez pas entendu il y a simplement 30 ou 40 ans peut-être, je ne sais pas en Belgique, mais en France c'est 40-50 ans. C'est de dire que les gens ne sont pas des handicapés, ce sont des personnes avec un handicap. Ce sont des gens qui ne sont pas définis en leur essence par leur handicap. C'est quelque chose qui arrive à un noyau du soi, de la personne, etc., qui reste intrinsèquement respectable et pour lequel le but de l'autonomisation, la condition autonome cachée, est absolument essentielle. Alors, je voudrais commencer par caractériser cette question de l'autonomie en vous en faisant sentir, par comparaison historique, les transformations. Il y a un modèle de l'autonomie qui est extrêmement connu, qui est une figure de l'autonomie politique, mais qui est aussi bien une figure de l'autonomie morale. Quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui choisit la loi à laquelle il obéit, qui choisit les règles auxquelles il se soumet. Une autonomie politique, par exemple, consiste à avoir le pouvoir de choisir soi-même les lois auxquelles le corps politique auquel on appartient va se soumettre. C'est le contraire, pour employer un terme qui vient de Kant, de l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est recevoir d'un autre la loi à laquelle vous devez obéir. Dire chez Kant ou chez Rousseau que l'autonomie, c'est choisir la loi à laquelle on obéit, c'est trouver un moyen de concilier la liberté et l'ordre. C'est que l'ordre auquel je me soumets, c'est un ordre choisi. Cette figure de l'autonomie implique des éducations particulières. Comment un corps politique devient-il indépendant et autonome? Comment éduque-t-on les individus de manière à ce qu'ils puissent devenir capables de choisir par eux-mêmes les règles auxquelles ils vont se soumettre? C'est un questionnement qui vient des Lumières et qui a agité non seulement les représentations morales, mais les représentations éducatives et les représentations politiques de dizaines de générations avant nous, et qui est un des fondements de l'ordre libéral, démocratique des sociétés, qui a été un des principes de la lutte contre le fascisme, etc., c'est-à-dire devant des revendications d'hétéronomie radicale. On se soumet à la loi du peuple, à la loi de la race, etc., et les individus ne seraient pas amenés à choisir par eux-mêmes les règles auxquelles ils se soumettent. Cette figure de l'autonomie rencontre aujourd'hui une autre, beaucoup plus diffuse et moins thématisée figure de l'autonomie, mais qui a son origine dans la pensée écossaise,
penseurs écossais du XVIIIe siècle, chez Hume, des gens comme ça, et qui est lié à l'autonomie comme déploiement des capacités d'action. L'autonomie, c'est alors ce qu'on doit supposer a priori chez tout homme, une capacité d'initiative, une capacité d'être l'agent de ses propres transformations, l'agent de son propre changement, et que ça se dit très bien en anglais à travers un terme qui est intraduisible, qu'on appelle l'agency. L'agency, c'est cette capacité d'agir de sa propre initiative qui caractérise l'homme d'action, qui peut évidemment, comme chez Adam Smith, être par exemple l'entrepreneur capitaliste, qui peut être celui qui finalement, comme le bourgeois anglais du XVIIIe siècle, ne reçoit de personne d'autre de règles ou d'instructions, mais d'un créateur, un constructeur de sa propre existence et de sa propre vie. C'est bien évident que lorsque, par exemple, on parle des études sur le handicap en termes de disability studies, que cette idée d'être able, d'être capable, c'est-à-dire non seulement de pouvoir avoir des initiatives, mais de pouvoir mener à bien ses projets de vie en étant l'homme d'action qui les accomplit et qui va du début à la fin de son action, est une figure absolument majeure de la dignité humaine. Vous voyez, c'est quelque chose, pouvoir être l'agent de son propre changement, c'est une vision de l'autonomie qui n'est pas tout à fait identique à celle d'être capable de choisir les règles que l'on se donne à soi-même et auxquelles on va obéir. Elle n'est pas incompatible, bien sûr, mais elle introduit déjà une différence dans la conception de ce que c'est que l'autonomie, qui est une différence absolument essentielle. Dans l'un et l'autre cas, l'autonomie, dans les sociétés individualistes, l'autonomie n'est pas du tout une caractéristique des gens qu'ils auraient à l'intérieur de leur tête ou qui serait une propriété des individus. L'autonomie, c'est une forme sociale. C'est pour ça que j'ai commencé par l'idée, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Vous voulez que vos enfants soient autonomes. Ça va extrêmement loin dans les détails de la fabrique de chacun d'entre nous. Apprendre à un enfant à se passer de ses couches, à se séparer de son doudou, à faire par lui-même ses devoirs, même à tenir sa cuillère quand il mange, l'ensemble de ces pratiques qui façonnent les corps du plus jeune âge, n'est-ce pas, et qui sont des étapes, qui sont certaines, tu vas laisser, non plus emmener son doudou à l'école, le laisser à la maison, etc. On parlait de ce genre de choses, ne sont pas, vous voyez, des idéaux sociaux abstraits. Ce sont les pratiques quotidiennes de façonnage de chacun des individus et qui sont sanctionnées, valorisées par la construction progressive de chacun d'entre nous et de chacun de nos enfants, sans qu'on ait absolument besoin de lire des livres ou de s'imaginer qu'on accomplit des idéaux quelconques. Cela façonne les pratiques qui constituent nos corps, nos perceptions, notre capacité même à contrôler nos sphincters, dans le fait, par exemple, de se passer des couches, etc. Et donc, vous auriez tout à fait tort de croire que ça a toujours été comme ça pour l'humanité tout entière. En réalité, les langes à l'anglaise, c'est quelque chose, le système des couches lavables, c'est quelque chose qui a commencé à exister dans la dernière partie du XIXe siècle et qui a totalement modifié, sans aucun doute, le rapport que les individus avaient avec leur corps, avec le contrôle de leurs pulsions, de leur urine, de leur défécation, et des choses comme ça, et qui, on ne s'en rend pas compte, produit un monde entièrement différent. C'est pas du tout la même chose, comme dit d'ailleurs Rousseau qui l'avait remarqué, de suspendre un enfant émailloté sur un mur pendant qu'on va travailler, on le suspendait sur un mur pour pas qu'il soit attaqué par les rats, et de pouvoir disposer d'un enfant dont on va changer les couches et qui va avoir une motricité beaucoup plus libre parce qu'il n'est pas emmailloté et qu'on ne lui change pas ses couches une fois par jour quand on enlève du maillot. Donc vous voyez, quand je parle d'autonomie, je ne suis pas en train de parler là simplement de grandes valeurs, je parle de choses qui ont trait à la fabrique des corps, la perception de soi, les transformations progressives de cette perception de soi, et avec cette illusion extraordinaire que nous nous imaginons que nos formes de vie, les formes de vie des enfants, des adultes, des adolescents, des handicapés ont toujours existé. Bien sûr que non.
Et donc, la production de cette individualisation et de cette autonomie chez les corps est toujours un produit social et historique qui oblige à tenir compte de tout un environnement de petites pratiques extrêmement discrètes et pas simplement de nos systèmes de droit ou de nos grands principes éducatifs. Deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que l'autonomie dans les sociétés individualistes est une forme de sympathie. C'est une chose qu'ont très bien vu les penseurs écossais, Hume, Adam Smith, etc. L'individualisme, ça n'est pas l'égoïsme. L'individualisme, c'est une forme de sympathie. C'est-à-dire que ce que nous aimons particulièrement chez les autres, c'est que ce soit des personnalités. C'est qu'ils soient autonomes, c'est qu'ils soient et que c'est ça que nous aimons chez les autres. Ce n'est pas du tout quelque chose, l'individualisme, qui nous isole comme l'égoïsme les uns les autres. C'est quelque chose qui indique les points de valeur que nous attachons aux autres. Et ce qui fait, par exemple, que lorsque un des grands handicapés, alors mentaux, psychiques, psychotiques qu'on a vu tout à l'heure, produit quelque chose qui nous semble être une action qu'il a menée plus ou moins à bien et qui produit un objet qui est... Alors évidemment, on choisit en général des objets esthétiques dans ce genre de choses, les peintures, les sculptures que font les gens. Eh bien, notre sympathie à eux. Et ce fait que notre sympathie aille à ce type de production est un produit social absolument caractéristique des sociétés individualistes et des sociétés de l'autonomie, dans lesquelles la capacité de quelqu'un à créer par lui-même quelque chose qui est l'expression de son soi et de sa personne est intrinsèquement valorisée, et que c'est en communiquant notre admiration, nos mouvements d'admiration à l'égard de ce genre de choses, que nous encourageons les choses, exactement comme quand nous faisons dessiner les enfants, y compris, par exemple, quand on s'occupe d'enfants communalistes, quand on reçoit les dessins des enfants. Et c'est très difficile, comme vous savez, quand vous êtes psychanalyste d'enfants, de justement s'abstenir totalement, c'est partie de la neutralité analytique, de manifester la moindre forme de sympathie, d'admiration, pour maintenir la symétrie devant les productions des enfants, de façon à ce qu'ils travaillent. La troisième chose, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans nos sociétés, il y a une inquiétude qui est tout à fait fondamentale, qui est l'inquiétude caractéristique des sociétés individualistes, de malaise dans la société. C'est que toute société individualiste qui compte donc sur le fait que les individus prennent l'initiative de leurs actions est une société qui attaque les liens traditionnels. Une société dans laquelle on peut aimer, une femme peut aimer un homme ou un homme peut aimer une femme pour sa personnalité, pour ce qu'elle est capable de faire toute seule, pour l'éducation qu'elle a, pour ses initiatives, etc. C'est aussi une société qui détruit la famille par le divorce, qui est capable de penser que les enfants peuvent supporter le divorce, etc., etc., parce que les enfants sont éduqués dans des sociétés qui peuvent être des sociétés où les parents divorcent, où chacun, où ce qui est absolument aimé dans l'autonomie de leur partenaire est aussi le plus grand danger de la dissolution des formes fondamentales de la famille, de ce que nous appelons les rapports traditionnels et inscrits comme ça avec les parents, les enfants, etc. Et donc, nous vivons l'autonomie dans l'angoisse. Un malaise qui nous étreint, c'est que nous ne savons pas comment nos sociétés fonctionnent. Nous ne savons pas comment, parce que chaque fois que nous essayons de voir ce que c'est que cette société, nous ne trouvons qu'une seule injonction, autonomise-toi. Et que c'est cette forme collective, autonomise-toi, qui est le lien à la fois le plus contingent et le plus fragile, et pourtant le lien le plus extraordinairement dense qu'aucune société humaine dans l'histoire ait jamais inventé. Car elle permet une multiplicité d'interactions et d'interdépendances absolument fascinantes, sauf presque jamais de recours à l'autorité. Si je suis là, c'est parce que un fonctionnaire de la SNCF s'est levé un certain jour, sans que personne lui dise de le faire, s'est rendu à son travail, a piloté son train, etc. Et qu'en ne faisant que son devoir, en ne faisant que ce qu'il s'astreint à faire, etc., il permet un système absolument vertigineux d'activité dans lequel nous sommes tous interdépendants les uns des autres, comme aucune société humaine n'a pu l'être.
Vous savez, avec la division du travail la plus folle, la plus invraisemblable, dans laquelle chacun est un minuscule petit rouage d'une société qui en comprend des millions, sinon des milliards, et chacun de ces rouages tourne tout seul, par lui-même. Personne ne lui a dit, c'est par conscience professionnelle que le type s'est levé, est allé piloter son train, m'amener ici, ce qui me permet d'être en face de vous, si la lumière est éclairée. Et tout ça repose sur quoi? Sur la capacité de chacun à nous autocontraindre, à faire de manière autonome, sans que personne ne nous explique. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout envie qu'on nous explique comment on fait notre métier. Nous savons très bien comment nous faisons notre métier, nous sommes très bien soumis à moi, chacun d'entre nous. Et c'est cette espèce de paradoxe angoissant. Voilà une société qui est la société qui a créé le plus grand nombre d'interdépendances entre les êtres humains qui puissent exister. Aucun de nous ne peut vivre en autarcie. Absolument aucun de nous. Nous sommes totalement dépendants tous les uns des autres. Et ceci reposant sur une seule chose, l'injonction respectée à l'autonomie. Que c'est donc justement parce que nous sommes libres que nous sommes prospères. Et donc c'est vertigineux, et c'est le vertige d'une aventure qui est celle de la modernité, d'une aventure de notre civilisation, enfin des sociétés avancées et libérales, à l'intérieur duquel il y a comme ça des sous-aventures particulières qui se passent dans les lieux stratégiques où on est confronté à des gens qui ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, participer à quelque chose d'aussi structurant et fondamental que le projet de la modernité dans lequel nous avons été façonnés corps et âme dans chacun de nos liens, qui est celui de l'autonomisation constante de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, bien sûr, cette autonomie qui fait lien, fait dans nos sociétés, transforme en devoir civique de prendre en charge les gens qui ne peuvent pas participer au projet de l'autonomie, les gens qui sont dans la disabilité, qui ne sont pas able, qui ne sont pas capables, et qui ne sont pas, au fond, voyez-vous, ici, des gens qui ne peuvent pas suivre la règle qu'ils se sont donnée. Ce n'est pas l'autonomie rousseauiste ou kantienne dont manquent les pensionnaires des héliotropes. Ce qui est en défaut chez eux, c'est la capacité à aller jusqu'au bout d'une action dont ils auraient leur initiative en la coordonnant de façon absolument riche et systématique à toutes les actions autonomes des gens qui les environnent. C'est ça qui est le cœur de la disabilité. Alors, pour penser ce glissement qui fait que tout d'un coup, un autre régime d'autonomie, qui est celui des corps politiques, par exemple des démocraties, qui sont kantiennes ou rousseauistes, si vous voulez, on décide des lois, on élite des représentants, on obéit aux lois qu'on a choisies, on choisit nos représentants, tout ça existe toujours. Un autre régime d'autonomie s'est progressivement mis en place et est apparu en pleine lumière, je dirais à partir des années 60 et surtout à partir des années 80. C'est ce à quoi Gaëtan Ourlet faisait référence, c'est ce régime que j'ai proposé d'appeler, c'est un terme que j'ai trouvé chez Alain Ehrenberg mais que j'ai systématisé, l'autonomie condition. Alors, j'ai travaillé à partir d'un matériel psychopathologique très éloigné de celui qui m'amène devant vous. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais extrêmement réticent à venir vous parler, parce que je ne me sens pas du tout compétent pour parler du double diagnostic, mais que je vais quand même raconter un tout petit peu. Avec Alain Ehrenberg, nous partageons la conviction d'une modification très profonde de la perception du malaise social caractéristique des sociétés individualistes, de cette inquiétude angoissante de ne pas savoir pourquoi les sociétés tiennent. Il y a un psychanalyste belge, je pense que son nom vous êtes connu, Jean-Pierre Lebrun, avec lequel je m'écharpe régulièrement tellement je suis absolument opposé à sa conception des choses, qui a développé un truc qui pour moi est un symptôme et non pas une explication des sociétés individualistes contemporaines, qui est le motif, vous avez, du lien social qui se défait. Voilà. C'est des gens qui pensent comme ça que le lien social se défait et qui expliquent toutes sortes de maladies mentales modernes par l'idée qu'il y aurait une sorte d'affaiblissement de la règle sociale, de déclin du symbolique ou des choses comme ça.
Bon, bien évidemment, je suis radicalement opposé à ces choses-là. C'est simplement, nous avons du mal à penser les transformations qui n'ont absolument rien d'un déclin. La règle sociale ne se défait en aucune manière. Il suffit de penser simplement à l'accroissement vertigineux des interdépendances dans lesquelles nous sommes les uns par rapport aux autres, et qui montrent bien au contraire que peut-être jamais les règles sociales n'ont été si enserrantes, si portantes, si porteuses, si riches et si denses. Mais ce qui est certainement vrai, et sur quoi on peut s'accorder, c'est ce que Alain Renberg disait, c'est que nous sommes passés d'un âge où nous pensons le malaise des sociétés individualistes en termes de névrose, à un âge où nous le pensons en termes de dépression. D'où l'intérêt d'Alain pour cette question. Penser le malaise individualiste en termes de névrose, c'est penser le malaise en termes de culpabilité, de défaut par rapport aux idéaux d'accomplissement qui sont imposés à chacun, de s'émanciper, d'accéder à une vie sexuelle autonome, de devenir responsable, etc., dans un parcours de vie où effectivement les fixations infantiles, c'est pour ça que ça va très très bien avec la psychanalyse, les fixations infantiles, qui nous empêchent d'actualiser complètement cette réalisation de cette liberté du moi, nous plongent dans des symptômes, nous font régresser, etc. Donc, le régime de l'autonomie aspiration, qui a été le seul à peu près visible jusque dans les années 60, exprime le malaise dans la société en termes de névrose, de culpabilité, de sentiment de faute éthique. Et il faisait remarquer qu'à partir des années 60, et surtout des années 80, monte une toute autre représentation du malaise dans la société, du malaise dans la civilisation, centrée sur la notion de dépression, où c'est beaucoup moins la culpabilité qui saisit les gens comme que la honte. Et la honte en particulier d'être impuissant à accomplir des actions standardisées. Pas spécialement d'ailleurs des actions qui engagent la sexualité ou la violence, mais à peu près n'importe quoi. Ce monde de la dépression, cet idiome de la dépression qui n'est plus celui de la culpabilité, de la faute et de la névrose, a largement dominé les représentations sociales, et elle est étroitement liée à l'idée que ce qu'il faut être, c'est un homme d'action. De quoi se plaint le dépressif? D'être incapable, d'être à l'initiative de ses actions. Se lève le matin, hisser sa main à la hauteur de la tablette pour saisir la brosse à dents, dévisser le tube de dentifrice pour étaler le dentifrice sur sa brosse à dents. Tout cela est un acte d'une lenteur et d'une pesanteur absolument insupportable qui lui donnerait plutôt envie de rester couché. Et une fois qu'il est lancé, il ne peut plus arrêter la machine, il est traversé par des insomnies permanentes qui l'empêchent de se plonger à l'intérieur du temps. Ceci, ça n'est sensible et douloureux qu'à travers des régimes d'action dans lesquels nous devrions pouvoir être à l'initiative de nos actions, et être des hommes d'action coordonnant nos actions avec les autres. Et le sentiment qu'on éprouve à cet égard n'est pas un sentiment d'être coupable, on n'est pas coupable d'avoir sentir un poids de 10 kilos quand il faut avancer la main à la hauteur de la brosse à dents sur la tablette de la salle de bain. On est honteux de son impuissance, de ne plus pouvoir aller au travail, de ne plus pouvoir avoir un salaire, de ne plus pouvoir faire l'amour avec sa femme, de ne plus pouvoir tenir ses enfants dans les bras pour leur faire des câlins. C'est de la honte plus que de la culpabilité, et c'est essentiellement lié à un régime de l'autonomie où voilà des individus qui ne peuvent plus être les agents de leur propre changement. C'est pas du tout qu'ils ne réussissent pas à suivre les buts qu'ils se sont donnés et se sentir simplement coupables. C'est quelque chose qui peut exister, mais qui n'est plus simplement ce qui se passe, et qui est une altération et une souffrance liée au régime de l'action.